Sinds hun uittocht uit Egypte hebben de Joden door vaak onherbergzame streken gedwaald en zijn zo eeuwige nomaden geworden. Door de geschiedenis heen kon op bijna elke willekeurige plek een Joodse gemeenschap verschijnen, verdwijnen en opnieuw verschijnen. حارة كبيرة وين؟ هذه حارة كبيرة للجيب للجربيان. ثم حارة صغيرة غريبة، تكوني غريبة. هذيك حارة صغيرة 7 كيلومتر. ودي حارة كبيرة. Op het eiland Djerba, voor de kust van Tunesië, vind je een van de oudste en meest authentieke Joodse gemeenschappen van de wereld. Deze gemeenschap is misschien wel de laatste bij elkaar gebleven traditionele Joodse gemeenschap van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ongeveer 1000 Joden leven op het eiland Djerba. De meerderheid van de Joden leeft in Hara Kebira, letterlijk het grote ghetto, enkele kilometers ten zuidwesten van de hoofdstad Humtsuk. Hef gaan. Hef. Hai, ish. Ona wala. Ish. هتشوفهاش De meeste Joden werken in de handel of in de juwelenindustrie. En sinds Djerba een populaire toeristenbestemming is geworden, zie je ook veel Joden op het grote marktplein van Humtsuk. קהילה זה, תראה, זה לפי ההיסטוריונים זה קהילה מאוד מאוד עתיקה. לפני חורבן בית ראשון הגיעו לפה וייסדו קהילה פה, ואחר כך, אחרי חורבן בית ראשון, מספר יהודים שאחרי חורבן מתוסף על מספר שהיהודים קיים לפני כן, ואחרי חורבן שני אותו דבר. פעם היו שתי קהילות, קהילה של חרה כבירה, קילומטר מפה, וקהילה של חרה סגירה, 7 קילומטר מפה. שלפי, זאת אומרת, ההיסטוריה, היהודים שבאו לחרה סגירה היו כולם כהנים, וחרה כבירה היו לא כהנים. אחר כך
الكل يتعرب. Volgens overlevering kwam er een gemeenschap van Kohanim, de tempelpriesters van Jeruzalem, in het jaar 586 voor Christus in Djerba aan. Ze namen een steen mee van de eerste tempel van Jeruzalem. Deze steen werd gebruikt om de eerste steen te leggen van de El Griba-synagoge. Die oudste synagoge van Afrika wordt als heilig beschouwd en al eeuwenlang vinden er jaarlijks na Pesach pelgrimstochten plaats naar deze plek. بلاد مقدسه هذه مقدسه علاش تو مثلا في اسرائيل غادي يقول لك يدخل مثلا الصلاه من حيث صباطه دي شوشينو يجي في السيناغوغ هوني ينحي دي شوشي ينحي صباطه هوني علاش هكا بلاصه هذه مقدسه من الحجر هذيك من اللي جات من القدس يجي يدخل غادي بلاصه مقدسه ينحي صباطه هادو يقروا التوراة كل يوم يقروا التوراة من نفار إلى ستر خاطر معبد الغريبة هكا البلاصة هذه مجعورة لذمة القراية. Op 11 april 2002 werd de synagoge het doelwit van een zelfmoordaanslag. Bij die aanslag, opgeëist door Al-Qaeda, kwamen 21 mensen om het leven. 14 Duitse toeristen, 2 Fransen en 5 Tunesiërs. Sindsdien hebben de Tunesische autoriteiten de veiligheidsmaatregelen rondom de synagoge en in de Joodse wijk aangescherpt. Hoewel Hara Kabira jarenlang een volledig Joods dorp was, leeft er tegenwoordig een mix van moslims en Joden vreedzaam naast elkaar. احنا نقولوا بالعربي حارب اليهود زي قاضي بلا شهود معناها كيفاش؟ يعني كيف نقولوا قاضي بلا شهود معناها القاضي ما نجمش يحكم معناها قاضي ما كيما عندوش حكم معناها ما نجمش يحكم كيما محامي. مثلا نقولوا عرب العلاقه معناها لي ريلاسيون انتر لي جويف لي زراب بالعربي معناها علاقه فيها حتى اشكاليه معناها عايشين خويان نورمال. يهودي عنده الدين نتاعو يعمل الدين نتاعو والمسلم عنده الدين نتاعو يعمل الدين نتاعو. الخدمه والواحد ما فيهاش لا دين ولا مشاكل. الخدمه خدمه لي ريليجيون سي اوتر شوز. ايش تو؟ ברוך השם, בסדר. הממשלה דואגת שהכל יהיה בסדר. ואני חושב גם כן המקומיים, גם כן יש לא רק העניין של ממשלה ושל חוק, העניין שיהודים מקומיים, זאת אומרת, האנשים מקומיים היו עם יהודים זה מאות אלפי שנים. יש להם ככה, התרגלו לראות יהודים, אין להם משהו כשרואים יהודי, כשהוא אדם בא מן כוכבים אחרים. יש הרבה קבוצות בכל טוניסיה. עכשיו עשינו קבוצה קטנה של יהודים של חרה כבירה. היינו מפסידים הרבה, עכשיו בשנה שעברה... התרגלנו לשחק איתם.
Joodse aanwezigheid in Tunesië staat al meer dan 20 eeuwen geregistreerd. De eerste Joden kwamen na de verwoesting van de eerste en tweede tempel van Jeruzalem aan. In de 7e eeuw werden zij gevolgd door een grote groep Spaanse Joden, die de vervolging door de Spaanse Visigoten ontvluchtten. En door de invasie van de Arabieren in diezelfde eeuw arriveerden ook Joden uit Bagdad. In de 15e eeuw voegden zich daar nog grote hoeveelheden verdreven Joden uit Spanje, Portugal en later Italië bij. لو كنت تسمع حشي على نيتك شيخ تعرف ليه توحشتك لو كنت تسمع حشي من شباكك شيخ تتفكر. Ondanks dat de Koran Joden en christenen erkent als volkeren van het boek, hing hun lot altijd af van de tolerantie of intolerantie van de respectievelijke Arabische machthebbers. In de 8e en 9e eeuw, ten tijde van de Aghabid-dynastie, ging het de Joodse gemeenschap voor de wind en namen Joden deel aan het politieke en bestuurlijke leven. De Joodse gemeenschap van Kairouan, tegenwoordig de heiligste islamitische stad van Afrika, was in het bijzonder welvarend. Deze gemeenschap vormde het leidinggevende culturele en economische Joodse centrum van Noord-Afrika. En de Joodse Academie van Kairouan stond bekend over de hele Joodse wereld. Vanaf de 10e eeuw verslechterde de situatie van niet-moslims, wat het einde inleidde van Kairouan als een Joods intellectueel centrum. In de 12e eeuw grepen de fanatieke Almohades de macht en Kairouan werd uitgeroepen tot heilige stad van de islam. Tot Tunesië in 1881 onder Frans protectoraat kwam, was het Joden en christenen niet toegestaan om een nacht in de stad door te brengen. En alleen met een speciale vergunning van de gouverneur mochten ze overdag de stad binnenkomen. Pas toen de Fransen de macht in handen kregen, begonnen zich er Joodse kooplui te vestigen en werden er 2 synagoges gebouwd. On est maintenant dans un quartier juif. Donc tout ça, ce sont des souks des textiles. On s'appelle le souk des textiles parce qu'ils vendent des textiles. Et il y en a aussi des juifs qui font les bougisteries. Donc ils sont commerçants dans les bougisteries. Les juifs, ils sont partis de Kéron en 1960 et ils sont partis à Nabeul, à Gerba, à Sousse, à Tunis, la Goulette. Mais maintenant, on n'est pas des juifs ici à Kéron. Mais ils sont laissés ces traces. Ouais, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Allez, صباح الخير. سيرش بسيرش. صباح الخير سعد حكيت لك مشيت فيك. Ça c'est la salle de la prière pour les juifs. Et après, maintenant, ça devient garderie d'enfants pour les Tunisiennes. C'est la moindre des choses qu'on le garde, ce patrimoine. Et on le montre aussi, c'était une occasion pour le montrer pour les gens, dans tout le monde, qu'on a un contact depuis des siècles et des siècles avec les juifs et les musulmans. On respecte l'un de l'autre et on vit ensemble. Et voilà, c'est la preuve qu'on a, on le garde ces patrimoines. Les juifs, ils sont des grands commerçants. Alors, c'est grâce à eux que les musulmans ils sont tenus quelques métiers, par exemple comme la bijouterie et le commerce. Et maintenant, ils ont quitté la ville de Kéron, mais les commerçants et les bijouteries sont des Tunisiennes maintenant, mais avant, c'était tous des juifs. Tot het moment dat Tunesië een Frans protectoraat werd, leefden de Tunesische Joden in een slechte economische en sociale staat. Zij werden beschouwd als tweederangs burgers en moesten extra belasting betalen. Ook hun huizen en synagogen moesten qua bouw lager zijn dan dat van hun Arabische buren. De Joden konden slechts beperkt handel voeren en mochten weinig beroepen uitoefenen. Het onderwijs werd slechts door de oude rabbijnen uitgeoefend, waarbij enkel godsdienstige studies werden onderwezen.
De Franse kolonisatie in 1881 veranderde alles. De handel ontwikkelde zich snel en de Joden konden een belangrijke plaats in deze nieuwe economische orde vinden. Door het groeiende succes in de handel en bestuur floreerde de Joodse gemeenschap. Rond 1950, onder Frans gezag, bestond de invloedrijke Joodse bevolking van Tunesië uit meer dan 100.000 inwoners. Vandaag de dag leven er nog slechts 2000 Joden in Tunesië. Alors, soyez les bienvenus au centre des personnes âgées de la Goulette. C'est le seul centre en Tunisie de personnes âgées juives. Alors, nous avons des personnes qui viennent de Nabeul, de Sfax, de Sousse, de Djerba, de Tunis. C'est un centre qui englobe un petit peu les personnes âgées et aussi les personnes qui sont malades et qui ont besoin d'une assistance médicale. En Tunisie, on a des difficultés, surtout pour la cache-route dans les hôpitaux tunisiens. Donc, nous avons pris le pari, la communauté juive de Tunis, de faire venir aussi ces jeunes ici, de façon qu'ils soient dans un milieu juif. Bien sûr, avec les autorisations nécessaires des autorités. Et donc, tout ce mélange, on essaie de retrouver une certaine harmonie. Et cette harmonie, elle existe vraiment parce qu'il y a la religion qui nous entoure et qui nous fait, vous voyez. Et nous sommes très, très respectés. C'est-à-dire que notre religion est respectée aussi par le personnel tunisien ici. La plupart des personnels, ils sont des musulmans ou des... Musulmans. Il y a juste les cadres. On a 3 ou 4 juifs avec moi maintenant, parce qu'il n'y a pas de personnel juif, malheureusement. Ça, c'est la cuisine. Nous avons le personnel musulman tunisien et nous avons une femme juive qui surveille la cache-route. Et ça, c'est la cuisine de lait. Vous voyez, la viande seule et le lait seul. Voilà, nous avons par exemple Madame Chiri. Alors, Madame Chiri, qui normalement a pris sa retraite, mais comme nous n'avons pas de personnel pour remplacer, elle est restée ici pour surveiller avec nous la cache-route et le bien-être de nos pensionnaires. Elle s'occupe de tout ce qui est économa. Moi, j'habitais juste à côté de la grande synagogue. La synagogue en 67, elle a été brûlée. J'habitais à côté, je me suis sauvée, je suis partie à Paris. Elle était brûlée? Pourquoi elle était brûlée? Brûlée. Ils ont brûlé toutes les veilleuses. Pendant les événements de 67. Les événements de 67. Mais ça, c'est le passé. Hein. Ça, c'est le passé. Voilà. La Tunisie est un pays où les communautés juives, musulmanes et un petit peu chrétiennes aussi par l'occupation de la France, le protectorat français, ont vivé dans une ambiance de fraternité. Bon. Le premier petit point noir qu'il y a eu, ça a été la création d'Israël en 1948. Alors, en 1948, il y a eu un petit exode de juifs tunisiens qui sont partis, mais les juifs qui sont partis en 1948, c'était les plus démunis, c'était les pauvres. Pour eux, c'était un petit peu la découverte de la Californie. Ensuite, il y a eu 1956. Il y a eu le départ de tous les Français. Les Juifs devaient faire un choix, soit rester tunisiens et vivre en Tunisie, soit rester français et partir avec la France. Donc il y a eu le premier exode, disons, le plus important, ça a été en 1956. Après, ça s'est stabilisé. En 1967, il y a eu les événements de la guerre de 6 jours. Les Juifs qui sont partis de Tunisie, ça a été les Juifs de Tunis seulement, parce qu'il y a eu une émeute qui a été très très vite freinée dans la journée par le président Bourguiba dans le temps, qui a dit les Juifs tunisiens, ils sont chez eux, il ne faut pas les maltraiter, il ne faut pas les toucher. Et le gouvernement tunisien a tout remis en ordre. Tout ce qui a été détruit a été réparé, mais le Juif a eu peur, et il y en a eu quelques-uns qui sont partis quand même. Mais le grand départ, je peux vous l'assurer ça, il y a eu peut-être 60% des Juifs tunisiens qui sont partis, que ce soit de Tunis ou de l'intérieur du pays, sont partis pendant une période où Bourguiba était malade, où il y a eu un petit peu le socialisme à outrance. C'est la période des coopératifs. Le Juif, on l'a enlevé son commerce, mais pas le Juif seulement, même le musulman. C'est devenu des coopératives, c'est un petit peu comme l'URSS. Tout était étatique. Les musulmans, il y a ceux qui ont accepté. Ceux qui n'ont pas accepté, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais beaucoup de Juifs qui, eux, tenaient un petit peu l'économie du pays. Devant, il était patron d'une usine où il gagnait un argent fou. Il se retrouve dans une coopérative à gagner 50 ou 60 dinars par mois. Donc il n'y avait plus possibilité de vivre économiquement, mais pas en tant que Juif. Vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Ça, c'est Madame Semama. Alors, Madame Semama,
Elle est venue très malade. Et quand elle est venue ici, elle est venue avec son mari. Son mari est décédé après quelque temps. Et il fallait trouver quelqu'un d'autre. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et depuis qu'elle est amoureuse, elle revit. Alors cherchez de qui elle est amoureuse. Quand je vais chez moi, ma femme, elle me reçoit, elle me dit, ça y est, tu as réglé toutes tes maîtresses. Ça y est, mes maîtresses. Voilà. Moi, je suis resté parce que je trouve mon bonheur, parce que j'ai un travail qui me plaît, parce que j'ai une mission envers ces vieux. Je n'éprouve pas le besoin de partir, de faire une alia, vous voyez. De temps en temps, il y a un petit incident, comme en Europe aussi. Hein. Tous les Tunisiens ne sont pas tous... il y en a quelques-uns qui sont antisémites, mais c'est une minorité. Le problème du Moyen-Orient n'est pas un problème en Tunisie. Il y a une fraternité. Le Tunisien n'a rien à voir avec l'Irak, n'a rien à voir avec la Palestine, n'a rien à voir avec l'Égypte, mais il y a un petit peu de son cœur qui est envers ces pays, comme nous avons un petit peu notre cœur aussi envers les Juifs de France, les Juifs d'Amérique ou bien les Juifs d'Israël. Hein. Il faut le dire, hein, il ne faut pas le cacher. Hein. Alors, tous les sabbats, nous avons beaucoup de pensionnaires du centre qui viennent ici. Et nous avons, bien sûr, la population juive de la Marsa, de Carthage, de la Goulette, qui viennent prier ici. Et tous les samedis, on se retrouve à 30-40 personnes, pratiquement, avec un rabbin officiant. Et nous faisons le Shabbat avec les Sefer Torah. Je vais vous faire montrer un petit peu les... Ça, c'est ma place, avec mon livre, mon talet. Voilà. C'est mon père qui travaille avec Baïza, son patron, ouais. جي لهنا في الصيف يخدم معاه. بعد كي تعلم الصنعة ويعطي فيه شهرية باهية ولا يخدم معاه. ملي صارت البيعة نتاع 67 من هربوا برشا يهود. ولا هو شد الحانوت جاب شومير قعد لهنا ويخدم هو كي مات هو شديتها. قال لك شكون اللي يذبح شكون؟ الربي. اي مين يجي الربي؟ يجي من زربة. من زربة. قبل عندنا واحد وني مرض. اتوقع نعلموا في واحد اخر بشوية يذبحوني. Je suis le deuxième boucher cachère. L'abattage une fois par semaine, chaque lundi. On n'est pas tellement nombreux là. C'est suffisamment. On est deux bouchers pour la population, ça suffit. Il y a aussi des gens pas juifs qui achètent ça? Bien sûr, beaucoup des Tunisiens, beaucoup. Ils sont habitués à manger le cachère. Oui. Elle est vide parce que la viande n'est pas arrivée encore. C'est propre. Ça, c'est le salami. C'est le salami. Ça, c'est le merguez. Merguez, oui. Ça, c'est pour les Tunisiens, parce que les Tunisiens, la plupart, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est cachère. C'est la viande. Parce que le cachère, il est cher. Ceux qui savent qu'est-ce que c'est le cachère, quand ils me payent plus cher, il est content. Et ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est cachère, ils me disent, quelle différence entre cachère et non cachère? C'est la viande. Ils ne comprennent pas. Alors, je suis obligé de lui vendre au tarif. Alors, tu vends les viandes cachères au tarif normal? Oui. Je perds. Au lieu que je gagne, je perds. Mais ça ne fait rien. Je gagne sur l'autre. De president van de gemeenschap in Tunis-stad is Joseph Roger Bismuth, het eerste Joodse lid in het Tunesisch parlement. Moi, je suis par exemple dans tous les organismes du gouvernement. Moi, je suis conseiller du ministère de la Coopération, je suis au bureau directeur du patronat, je suis au bureau directeur de l'Institut arabe des chefs d'entreprise, je suis fondateur de la Chambre de commerce tuniso-américaine. La communauté de Djerba, c'est un peu les gardiens de la synagogue, si vous voulez. C'est la seule communauté qui reste. Elle ne change pas.
même si de temps en temps il y a quelqu'un qui part, mais il y a des jeunes, donc ils se marient encore, ils ont des enfants. Donc la communauté de Djerba, elle est stable. Alors qu'à Tunis, il n'y a plus de jeunes. Donc on est une communauté qui... on était peut-être 700-800, et puis maintenant je crois 300, 320, on n'est pas nombreux maintenant. Dans ces 300 ou 350 personnes de Tunis, il y a la moitié qui sont des gens d'origine de Djerba, et qui sont très orthodoxes, et ils sont... À Tunis, on est moins... Plus léger. Plus léger, voilà. يشيبا ببيت كنيست سنين بياخد يشي بشيم ربي ابراهام حداد وربي اسحاق حداد يش كحام الشي ميلاديم لومدين بمئة حلا 100,000 بيت عادش مجي التلميذ يخول يجي على لأورا بوسيك دين شال ريوت بوسيك دين زي بيشيبا زوت بتجربة وبفرات بحارة كبيرة كيلا يودي داتيت دا نجد 100 حوز إن مشبحة شلو شومير شبات كلهم عم طارة مشبحة كلهم عم حاج زي كتاب شل السفاراديم زي كمو عفريت شل الأسكنازيم زي كتاب شل السفاراديم عاد يوم بجربة نحن عم مسوري شلانو عم السفاراديت شلانو عاد بوا جويل بعزات الشم לפני בערך 100 שנה רצו להכניס לימודי חול באליאנס להכניס לימודי חול בבית ספר, זאת אומרת בישיבה, והרבנים התנגדו. ואני חושב, לא אני חושב, זה כמעט זו הסיבה היחידה שהיהודים נשמרו בצביונם היהודי והדת והמסורת ממקומות אחרים שלמדו לימודי חול. אחר כך התערבו והתחתנו עם לא יהודיות והכל נגמר. עכשיו אתה הולך לתוניס, תוניס פעם הייתה משהו מאוד מאוד מיוחד. הרב חד עליו השלום כשבא לפה לתוניס, לא לפה, לתוניס, במאה ה-17 אני חושב, הוא אמר שאם לא כתוב בפסוק כי מציון תצא תורה, אני אומר כי מתוניס תצא תורה. זאת אומרת, לימודי תורה הייתה ברמה מאוד מאוד גבוהה, שיעד עליה הרב חידה משהו מאוד מיוחד. ואחר כך היום רואים שהכל הלך, לא נשאר שום דבר, רק בג'רבה בגלל ששמרו על הלימוד קודש בלי לערב לימודי חול. זה מאוד חשוב, זאת אומרת, יותר מה ששמרו יודעים על הדת, הדת שמרה עליהם.